C'est un peu chronique d'une défaite annoncée ou d'un échec annoncé, puisque beaucoup d'experts, parmi ceux qui sont en tout cas reconnus indépendants, y compris parmi les anglo-saxons, doutaient du succès potentiel de cette contre-offensive à partir du moment où elle n'était pas soutenue, par exemple, par une aviation, même par une artillerie beaucoup plus puissante. Et on avait vu aussi le nombre assez ridicule de chars qui avaient été envoyés et aussi la piètre qualité des équipements. Donc, dès le départ, il y avait un doute légitime sur le potentiel succès de cette contre-offensive, d'autant plus qu'entre-temps, les Russes, bien sûr, avaient renforcé leur ligne de défense parce qu'ils s'y attendaient. Et là aussi, l'autre finalement défaut de cette contre-offensive, c'est qu'elle a été annoncée. Donc tout effet de surprise, d'une certaine manière, a disparu. Avant qu'elle puisse être lancée, on répétait régulièrement qu'elle allait bientôt arriver et on savait même qu'elle serait lancée probablement vers l'été. Pourquoi ? Parce qu'il fallait un minimum de 3 mois pour qu'elle puisse réussir. Et on sait que dès qu'on arrive vers le mois d'octobre, le changement de temps, de climat, rend les avancées plus difficiles. Donc les Russes avaient bien saisi qu'il y avait un angle de tir qui se situait entre juin et septembre. Donc c'est pour ça que l'effet de surprise, d'une certaine manière, n'a pas joué, ce qui est quand même un handicap majeur. Et on peut penser, bien évidemment, aussi que, outre leur ligne de défense, la qualité des équipements proposés n'était pas suffisante pour pouvoir espérer reprendre l'intégralité des territoires conquis par les Russes, ou au moins réaliser cette fameuse percée qui aurait dû les amener jusqu'à la mer d'Azov. Alors, sur les pertes, encore une fois, il est toujours difficile d'avoir des chiffres, puisque d'abord, l'armée ukrainienne ne communique pas sur ses pertes, ce qu'on peut tout à fait comprendre, parce qu'il y a un effet sur le moral considérable. Donc ça, c'est une première chose. Et lorsqu'on a effectivement des sources, encore une fois, indépendantes, par recoupement, on a pu effectivement savoir que les pertes étaient, comme vous le dites, en tout cas très élevées. Là aussi, sur ces pertes, bien, on en revient au même problème évoqué tout à l'heure. Si vous n'avez pas de couverture aérienne, c'est quand même compliqué. Et en plus, le terrain sur lequel s'est déroulée cette contre-offensive au départ, c'était un terrain qui était propice, bien sûr, au bombardement russe. Donc on n'était pas à couvert, comme on dit, on n'était pas dans des zones de montagne, donc on était sur du plat, d'une certaine manière, et c'est les pires conditions pour pouvoir avancer pour des fantassins, a fortiori s'ils n'ont pas d'appui aérien ou de contre-appui d'artillerie qui soit suffisant. Alors tout dépend dans quelle dimension temporelle on se projette. Si c'est à long terme, c'est pas totalement farfelu, c'est pas totalement impossible. On peut imaginer que dans 10 ans, dans 20 ans, les relations aient totalement changé, par exemple entre l'Ukraine et la Russie, c'est une possibilité, dans plutôt le sens de la réconciliation. Après tout, pourquoi nous, Français, avec les Allemands, on a réussi, pourquoi ils n'y arriveraient pas? Et puis peut-être que d'ici là, pourquoi pas, l'Ukraine aura davantage converger vers effectivement les résultats économiques attendus pour pouvoir y parvenir. Maintenant, si on se projette à court ou moyen terme, ça semble quand même très problématique. Bon, parce qu'il n'y a pas seulement la question, bien sûr, économique. Actuellement, la situation est très compliquée, mais il y a aussi des conditions politiques. Quid de la liberté d'expression en Ukraine même, si je puis dire, dans le territoire contrôlé par le gouvernement de Kiev, par rapport à ceux qui, au contraire, pensent qu'il faut garder des bonnes relations avec la Russie, ou ne pas totalement abolir la culture russe. Donc, est-ce que ces gens auront leur liberté préservée? C'est une question qui se pose. Qu'en est-il aussi d'une certaine indulgence par rapport à certaines figures controversées, ultranationalistes, qui avaient collaboré avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme Stepan Bandera? Est-ce que là aussi, ces gens-là continueront à avoir l'importance qu'on leur accorde encore aujourd'hui? Ça semble là aussi contradictoire avec nos valeurs européennes. Donc, encore une fois, pour répondre à la question, à long terme, pourquoi pas? À court terme, c'est impossible. À moyen terme, difficile,
mais pas impossible. Et ça dépendra notamment peut-être d'une négociation globale qu'on pourrait entamer avec les Russes. On pourrait imaginer que les Russes se satisferaient finalement d'un refus catégorique gravé dans le marbre de l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN et de garantie de sécurité, mais qu'en contrepartie, ils pourraient accepter que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, si là aussi ce n'est pas lié à une volonté, encore une fois, d'affrontement avec la Russie. Ça peut être négociable sur le principe, d'autant plus que de toute façon, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce sera le problème des Européens et moins celui des Russes, parce qu'il faudra supporter effectivement les difficultés économiques de l'Ukraine. Et on sait que tout ce qu'on a apporté comme aide jusque-là aux anciens pays communistes, ce sera une partie de plaisir par rapport finalement à ce qu'on devra apporter comme aide à l'Ukraine, où là les difficultés sont considérables. Donc encore une fois, tout dépend à quel horizon on se place. L'Union européenne, le problème, c'est qu'elle lie adhésion à l'Union européenne et finalement adhésion à un projet global qui est quand même favorable, on va dire, aux intérêts américains. Donc en fait, on confond adhésion à l'Union européenne et future adhésion à l'OTAN. C'est ça la difficulté. On n'arrive pas à découpler les deux. Donc les Européens n'arrivent souvent pas à saisir ou pas comprendre qu'un pays puisse rejoindre l'Union européenne sans par la suite rejoindre l'OTAN. Et c'est là toute la difficulté. Alors qu'à mon sens, il faudrait découpler les deux, comme on l'a évoqué avant par rapport à l'Ukraine. Donc effectivement, en Moldavie, bon, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, on a quand même le droit de s'exprimer, mais c'est vrai qu'on a une tendance avec effectivement la nouvelle présidente, Madame Sandoud, à des restrictions, notamment pour ceux qui expriment dans la population une volonté de garder de très bonnes relations avec la Russie. Et c'est quand même une partie non négligeable de la population. Quand on voit les scores qui sont réalisés par les partis entre guillemets pro-russes, ou en tout cas des partis eurosceptiques, eurocritiques, c'est pas marginal, c'est presque moitié-moitié d'une certaine manière. Donc, et bien sûr, ces partis sont considérés comme affidés ou affiliés à Moscou, ce qui n'est pas forcément le cas. D'autant plus qu'en plus, on sait qu'il y a un problème très important dans la Moldavie, c'est la République sécessionniste qui existe de Transnistrie. Et là aussi, c'est une difficulté supplémentaire. Et tout rapprochement, on le sait, accéléré avec l'Union européenne, risque d'aboutir à une situation grave qui pourrait être, par exemple, la proclamation d'indépendance de cette République, mais qui cette fois-ci pourrait être reconnue par la Russie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, ça rappellera un peu le scénario ukrainien. Il y a une autre République qui cette fois-ci n'est pas sécessionniste, mais autonomiste, qu'on appelle la Gagaouzie, avec des turcophones. Et là aussi, ils sont jugés et considérés comme plutôt bienveillants vis-à-vis de Moscou. Donc la difficulté, on le voit bien, c'est que tous ceux qui ont une expression différente de cette logique euro-atlantiste sont considérés un peu comme des ennemis de l'État, alors qu'ils ne font qu'exprimer une position politique, comme on acceptait difficilement qu'en Ukraine, les russophones ou les russophiles puissent exprimer la volonté de maintenir de bonnes relations avec Moscou, sans forcément, d'ailleurs à l'époque, adhérer, rejoindre la Fédération de Russie. Et là, c'est un petit peu la même logique. Ces Moldaves, finalement, qui sont bienveillants vis-à-vis de Moscou, ils souhaitent plutôt qu'en fait, on garde un équilibre. Ils ne sont pas forcément partisans de totalement s'aligner sur Moscou, mais ils sont inquiets, effectivement, d'un rapprochement accéléré avec l'Union européenne, parce que, pour eux, c'est la porte d'entrée vers l'OTAN, et ça veut dire la guerre. Ce qui est un peu, du point de vue russe, compréhensible. Ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait un pays à leur porte qui représente une menace potentielle. Donc on aurait un scénario ukrainien bis, d'une certaine manière. Donc c'est plus complexe qu'une population qui serait pro-russe, mais c'est aussi une population qui est inquiète et qui se dit que
le rapprochement avec l'Union européenne, c'est la guerre future en Moldavie. Alors, d'abord, il est trop tôt pour juger des résultats, puisque, bon, même si ça semble interminable, ce conflit, bon, d'une certaine manière, il faut aussi laisser sa chance aux autorités ukrainiennes. Alors, sur les symboles, il y a eu des actes qui ont été mis en place. On a vu que le ministre de la Défense, qui avait été accusé, et son entourage, donc, a été limogé en septembre dernier. Il y a eu aussi, très important à souligner, l'arrestation d'un oligarque, Kolomoïski, dont on disait qu'il était le parrain, entre guillemets, politique de Zelensky, et qui lui aussi avait cette réputation d'être un oligarque corrompu et corrupteur. Donc, sur les symboles, je pense qu'ils ont fait des gestes significatifs. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un symbole suffit ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire un travail en profondeur? Et c'est ça la difficulté. On a vu aussi qu'il y a des dizaines de milliers, pour ne pas dire plus, de jeunes Ukrainiens qui ont réussi à échapper finalement au service militaire et au combat sur le front en échange de sommes qui ont été versées au bureau de recrutement. Donc tout ceci, effectivement, met un doute sur la capacité du gouvernement à aller jusqu'au bout de ses intentions. Donc on peut lui accorder le bénéfice du doute, d'une certaine manière, parce qu'on peut considérer que c'est un peu tôt pour juger des résultats. Il faudrait, de toute façon, pour évaluer ce niveau de corruption, qu'il y ait réellement des autorités indépendantes qui puissent le faire. Or, aujourd'hui, ceux qui évaluent le degré de corruption, ils sont plutôt bienveillants avec Kiev. C'est notamment un certain nombre d'organisations occidentales, on va dire les choses. Et donc, ils ont tendance, bien évidemment, peut-être à minimiser le degré de corruption dans le pays pour qu'on puisse continuer à verser de l'argent à l'Ukraine. Parce que si dans l'opinion publique américaine, française ou autre, vous commencez à dire, finalement, on donne de l'argent à un pays corrompu, le soutien dans la population va chuter drastiquement. Donc on est obligé de le rappeler, parce qu'il faut aussi dire quand même certaines vérités, et parce qu'on est, au fond, nos gouvernants sont inquiets aussi de savoir qu'ils déversent des sommes pour peut-être des résultats hypothétiques. Après, peut-être que les opinions vont faire payer aux dirigeants occidentaux le fait que ces sommes ont été versées. Elles auraient peut-être pu servir à autre chose, notamment auprès des populations occidentales. Donc ils sont obligés de montrer qu'ils sont actifs, qu'ils engagent une lutte contre la corruption, ou qu'ils incitent en tout cas Kiev à le faire. Et en plus, si Kiev veut rentrer dans l'Union européenne, elle doit aussi faire des efforts sur ce point-là. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que avant la guerre de 2022, il y avait eu quand même quelques progrès, il faut le dire, enregistrés dans la lutte contre la corruption. Sauf que ces progrès, ils étaient très timides. Il y avait une baisse, mais assez marginale, et qui faisait qu'effectivement, si aujourd'hui on regarde au niveau des pays européens, ou en tout cas ceux qui sont candidats, dont l'Ukraine, eh bien, effectivement, c'est le pays, d'après les chiffres, qui a le plus fort taux de corruption. Donc il y a quand même une grosse difficulté par rapport à cette problématique. Et là aussi, on a été très indulgent avec l'Ukraine, comme on a été très indulgent sur l'existence de mouvements extrémistes qui ont des références dans la collaboration avec l'Allemagne. Parce qu'encore une fois, il faut être capable de conserver ce soutien populaire dans les opinions publiques occidentales, sans quoi eh bien, les livraisons d'armes et l'aide économique vont chuter drastiquement. Donc on dit en partie la vérité, mais on fait preuve toujours de cette indulgence vis-à-vis de ce gouvernement. On peut aussi comprendre, parce que c'est quand même un pays, effectivement, qui souffre énormément. On ne peut pas le nier que c'est terrible ce que subit l'Ukraine depuis février 2022. Donc on a une empathie naturelle dans les opinions publiques, ça c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, ces opinions publiques, il faut aussi avoir une exigence de vérité.
On sait que l'Europe, finalement, elle a beaucoup d'atouts. Un de ses handicaps, c'est la question énergétique. Bon, parce que l'Europe elle-même produit peu d'énergie, et j'ai envie de dire, elle en produit de moins en moins, dans la mesure où on est en train progressivement de sortir du nucléaire. Dans certains pays, dont bien sûr l'Allemagne, et les ressources d'ailleurs disponibles diminuent. On sait que le pétrole ou le gaz aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc., c'est un peu en chute libre. Donc finalement, derrière les atouts que possède l'Europe, il y a ce handicap, et jusque-là, on avait trouvé un moyen de le compenser qui était le plus rationnel, qui était la coopération énergétique avec, bien sûr, la Russie. Voilà. Donc, effectivement, quand on voit le résultat, ça commence à tomber, si je puis dire, les effets négatifs. C'est par exemple l'Allemagne qui va se retrouver en récession cette année et qui va réaliser le plus mauvais chiffre dans l'Union européenne et probablement dans le G7. Donc ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait encore une fois que le géant industriel allemand a besoin d'une énergie à bon marché. Bon. Et lui, contrairement à nous, il n'a presque plus de nucléaire. Donc on voit la question, donc effectivement, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, d'une certaine manière. Mais encore une fois, la question c'était, est-ce que l'Europe n'a pas fait une erreur? Mais j'ai envie de dire qu'on a fait un choix politique en Europe qui nous empêche d'avoir une autonomie stratégique et politique. Parce que, encore une fois, j'ai rappelé qu'il y a ce couplage, en fait, cette symbiose entre adhésion à l'Union européenne et adhésion à l'OTAN. Hein. En général, quand vous intégrez l'Union européenne, la phase suivante, c'est l'OTAN. Et même les pays qui sont réticents, de gré ou de force, si je puis dire, tôt ou tard, c'est le cas. Si on prend la Suède, par exemple, ou la Finlande, qui étaient des bons exemples de pays qui avaient une forme de neutralité bienveillante vis-à-vis de la Russie, une tradition de pacifisme, on voit que ces pays sont un peu obligés, finalement, d'une certaine manière. Donc, encore une fois, aller vers l'Union européenne, rester dans l'Union européenne, c'est aussi se priver d'une forme d'autonomie stratégique parce que ça va de pair avec l'adhésion à l'OTAN. Et on peut regretter d'ailleurs la position originale de la France, qui avant, tout en étant dans l'OTAN, avait, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors, puisqu'elle ne faisait pas partie du commandement militaire intégré. Ce qui a été fait, parachevé sous Nicolas Sarkozy. Et donc on voit bien sûr les conséquences. C'est que la voix de la France, par exemple, pèse beaucoup moins. Alors qu'à l'inverse, vous avez un pays comme la Turquie qui joue très bien de sa position géographique et du fait qu'il est le pilier oriental et musulman de l'OTAN. Et ça, c'est plutôt une bonne stratégie géopolitique d'une certaine manière qui fait que ce pays est courtisé et malheureusement, ce n'est pas plus le cas de la France et surtout d'une manière générale pour l'Union européenne. De toute façon, l'Union européenne n'a jamais pu construire une autonomie stratégique parce que justement, il y avait encore une fois cette fameuse symbiose un peu mortelle d'une certaine manière où on avait fait adhérer les anciens pays soviétiques et qui sont tous rentrés dans l'OTAN, mais ça pouvait se comprendre par rapport à leur passé, par rapport à l'Union soviétique, et dans le même temps, ils sont devenus les supporters zélés de liens indéfectibles avec les États-Unis. Et ça a été bien sûr une erreur probablement, et aujourd'hui, donc c'est très compliqué d'avoir une politique européenne autonome, hein, une politique étrangère autonome, c'est presque impossible, sauf si on changeait les règles de vote dans l'Union européenne. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait faire quelque chose, mais à partir du moment où il y a la règle de l'unanimité, c'est extrêmement compliqué. Ça a toujours été un objectif américain. D'une certaine manière, on ne peut pas leur reprocher, puisqu'ils ont une stratégie de puissance. Eux, ils acceptent d'être une puissance et ils se donnent les moyens de l'être. Nous, en Europe, on a renoncé à la puissance, volontairement, parce que c'est connoté de manière péjorative. Et donc, bien sûr, l'Europe, le cauchemar stratégique ou géopolitique d'un Américain, c'est une union entre la Russie et l'Europe, parce que on voit bien le partage de compétences, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, les Russes apportent cette énergie à bon marché à l'Europe, qui, par conséquent,
n'a plus besoin de celle des États-Unis, d'autant plus que les États-Unis se sont lancés dans le gaz et le pétrole de schiste. Ça a aussi changé la donne, la vision géopolitique américaine, parce qu'on sait qu'il n'est viable qu'à partir du moment où les prix sont élevés. Et après, donc voilà, donc déjà, ça c'est un premier élément. Et puis deuxièmement, s'il y a aussi ce partenariat entre Russie et Union européenne, là aussi d'un point de vue géopolitique, on peut imaginer des choses à faire ensemble sans forcément avoir besoin des États-Unis. On peut imaginer des coopérations renforcées dans de nombreux domaines. Donc à partir du moment où il y a cette rupture entre la Russie et l'Union européenne, bien évidemment, les Européens sont obligés, entre guillemets, de se tourner vers l'autre partenaire potentiel, qui sont les États-Unis. Ce qu'aurait dû faire l'Union européenne, en réalité, c'est garder des bonnes relations avec les deux. Mais par la force des choses, à cause de cette guerre, on a été obligé, finalement, de rompre avec la Russie. Mais c'est clair que c'était un des objectifs. Et c'est pour ça que, par exemple, quand il y a eu les accords de Minsk, qui était la meilleure solution pour l'Ukraine, parce que quand l'Ukraine sortira de la guerre, je pense que la situation sera bien moins intéressante que les accords de Minsk. Donc les accords de Minsk étaient soutenus bien sûr par la France et l'Allemagne, en théorie, n'ont jamais été par les Américains. Les Américains, au contraire, leur crainte, c'était que les accords de Minsk puissent se mettre en place, puissent se réaliser. Oui, parce que finalement, ces pays, bon, ils souhaitent peut-être conserver des bonnes relations avec les États-Unis ou le bloc occidental, mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de déception par rapport à ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Je pense qu'un des premiers chocs, ça a été quand même la guerre d'Irak. Donc ils se sont dit, bon, oui, c'est des pays peut-être amis ou alliés, mais ils peuvent être potentiellement source de déstabilisation. Voilà. D'autant plus sur des revendications ou des affirmations qui ne sont pas forcément vraies. Et après, on l'a vu également sur d'autres crises, la crise en Libye aussi, qui a beaucoup marqué les esprits. Pourquoi avoir détruit ce pays qui était stable, d'autant plus que le résultat, il n'est pas meilleur que ce qui existait avant, il est peut-être même pire. Et on pourrait comme ça multiplier le nombre de crises. Il y a aussi un discrédit par rapport à la parole américaine, puisque souvent les Américains s'engagent dans des accords qui ne tiennent pas dans la durée. Donc on pense à l'accord avec l'Iran par exemple, qui a été retoqué par Trump, et il y en a d'autres. Donc c'est ça la difficulté, on a l'impression que ces pays finalement ne sont pas très fiables dans la durée, alors que si on prend la Chine ou la Russie, ils ont peut-être beaucoup de défauts, mais c'est vrai qu'ils soutiennent leurs alliés, un peu, même jusqu'au bout si on peut dire. Donc ça c'est quand même un élément important. Peut-être que les alliances paraissent plus solides de ce côté-là. Et puis aussi, on l'a vu avec la crise ukrainienne, par rapport à la dédollarisation, on voit que du jour au lendemain, si vous n'êtes plus dans les bonnes grâces de Washington, on peut finalement confisquer vos avoirs. Donc du jour au lendemain, l'argent qui est dans les banques étrangères, peut-être que vous n'en verrez plus la couleur. Donc ça inquiète profondément. Ces pays ont besoin de stabilité, d'être rassurés, et ils se disent finalement, on ne va plus mettre tous nos œufs dans le même panier, d'une certaine manière. D'autant plus que, encore une fois, les pays des BRICS, ou en tout cas les principales puissances qui le composent, ne sont pas sur des jugements de valeur. Ça aussi, c'est quelque chose qui passe très mal. En fait, l'erreur, c'est que nous, en Occident, on pense que finalement, notre modèle, non seulement c'est le meilleur, et en plus que tout le monde y adhère. Et que tous ceux qui n'y adhèrent pas, on ne comprend pas. Pourquoi vous ne voulez pas de la démocratie libérale, libertaire, d'une certaine manière? Pourquoi le wokisme, ça ne vous plaît pas? Quel est le problème, d'une certaine manière? Voyez, donc, pourquoi les valeurs traditionnelles, vous continuez à être attachés? C'est dépassé, maintenant on est sur autre chose. Donc, fondamentalement, beaucoup de pays sont choqués par ça. Et ils craignent même que l'importation de ces valeurs occidentales les déstabilise. Donc ça ne veut pas dire qu'ils y sont totalement hostiles. Et d'ailleurs, dans ces pays critiques de l'Occident, multipolaires, il y a des démocraties. Donc ce n'est pas que la question des valeurs, ça joue,
par rapport au contre-modèle que peuvent proposer d'autres pays. Mais surtout, c'est l'idée que finalement, les autres pays vous respectent davantage en tant que partenaires et qu'on n'a pas cette condescendance finalement qu'on observe de la part de nos pays. On a eu en France, par exemple, des propos par rapport à certains chefs d'État en Afrique. Je ne suis pas certain que ces propos, on les aurait tenus avec des pays du Golfe, par exemple. Voilà. Donc, il y a cet élément-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ces pays, effectivement, ils ne vont pas rompre avec l'Occident, mais ils n'attendent plus la pluie et le beau temps de l'Occident. Voilà. Ils ont compris que l'Occident, d'abord, a ses propres vulnérabilités, qu'il est aussi source d'instabilité, et que finalement, il faut avoir différents partenaires dans différents continents pour avoir la possibilité finalement d'en tirer bénéfice. Alors ça, c'est difficile à dire. Bon, je pense que la plupart des gens sérieux s'accordent à dire que l'Ukraine ne peut pas gagner. Bon, après, ça dépend ce qu'on entend par gagner. Si gagner, c'est récupérer tous les territoires, compris les Russes, ça semble extrêmement difficile. Encore avant le récent conflit au Proche-Orient, on pouvait dire qu'il y a peut-être une petite chance, parce que on pouvait peut-être se dire qu'ils allaient accentuer l'aide à l'Ukraine. Maintenant, ça semble quand même très difficile. Bon, c'est un peu le coup de grâce, entre guillemets, pour les derniers espoirs ukrainiens. Si on entend par victoire ukrainienne le fait que toute l'Ukraine ne soit pas conquise, bon, on peut aussi considérer pour certains que c'est une forme de victoire. Mais encore une fois, ce n'était pas l'objectif qui était recherché par les Russes. Les Russes ont suffisamment de territoire, n'ont pas besoin de plus de territoire. Les Russes ont besoin de garanties de sécurité, c'est ça leur priorité, et ils visaient aussi à ce qu'on arrête, de leur point de vue, les persécutions contre les populations russophiles. Bon, donc, première hypothèse, la victoire ukrainienne, difficile, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors, il peut y avoir effectivement une forme on évoque souvent, de scénario à la coréenne, c'est-à-dire qu'on resterait sur une ligne de front, voilà, qui est à peu près celle qui existe actuellement. Ça bougerait un petit peu à la marge, mais pas beaucoup. C'est aussi une possibilité, mais le problème, c'est qu'elle n'offrirait pas les garanties que demande la Russie. Parce que s'il y a arrêt des combats, mais sans garantie de sécurité pour les Russes, de leur point de vue, ça veut dire qu'ils peuvent se dire, bah oui, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça va repartir. Voilà. Donc, c'est quand même très compliqué, pas plus que je crois que la Russie ait la capacité ou la volonté de prendre toute l'Ukraine. Donc, je pense néanmoins qu'il reste la question d'Odessa. Ça, c'est très important. Je pense que ça, c'est une priorité stratégique parce que c'est une menace tout de même. On le voit par rapport à ce qui se passe en Crimée. Donc, le scénario à la fin, c'est très difficile de l'évaluer parce que ça va dépendre pas seulement, bien sûr, des Russes et des Ukrainiens, mais des autres acteurs et principalement des Américains. Donc finalement, une partie de la réponse va dépendre des élections aux États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui peut l'emporter aux États-Unis. Bon, les sondages sont plutôt favorables à Trump, mais bon, il peut se passer encore beaucoup de choses. Est-ce que ce sera Biden bon, ou peut-être pourquoi pas un autre démocrate qui le remplacerait parce qu'il est âgé. Tout ça est incertain, d'autant plus qu'on connaît le système politique aux États-Unis. Le président peut gagner mais pas avoir le contrôle de la Chambre. Et ça complique les choses. Ça aussi, c'est une forme d'instabilité qui perturbe beaucoup, pas seulement les Russes, mais le Sud global. Donc, voilà, une partie de la réponse, elle est là. On peut imaginer que si on a un président plus réaliste, d'une certaine manière, ou qui va vers plus de réalisme, parce que Biden, s'il est réélu, peut-être va commencer à changer les choses, à ce moment-là, on peut avoir une espèce d'accord qui ferait que l'Ukraine s'engagerait, graverait dans le marbre le fait qu'elle ne serait pas une tête de pont pour déstabiliser la Russie. Voilà. Mais par contre, sur les territoires, j'imagine mal les Russes, après tout ce qu'ils ont fait comme combat et le nombre de pertes aussi qu'ils ont eues, abandonner les territoires actuels. Ça me paraît très très compliqué.
Donc on risque d'avoir à terme finalement une annexion des territoires actuellement sous contrôle russe, et puis finalement un accord de sécurité qui serait apporté à la Russie, qui pourrait éventuellement concéder accorder la capacité ou le droit à l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne. Ce serait une forme de compromis, tant que là aussi, ce ne serait pas une future menace contre son territoire. Donc au final, ce qui est certain, c'est que l'avantage sera probablement en faveur des Russes, et surtout, ça va être une catastrophe pour l'Ukraine. L'Ukraine aurait dû en rester aux accords de Minsk. C'était la meilleure solution possible, puisque dans le cadre des accords de Minsk, elle aurait conservé la quasi-totalité des territoires, à part la Crimée. Voilà. Et donc ces territoires seraient restés ukrainiens. Alors bien sûr, dans le cadre d'un fédéralisme ou fédération, ça veut dire que bien sûr, ils auraient une large autonomie, les territoires du Donbass, mais formellement, ce serait resté des Ukrainiens avec un passeport ukrainien, et c'était encore la meilleure solution possible. Et surtout, l'économie ukrainienne serait restée dans une meilleure situation également. Donc là aussi, la vraie difficulté, c'est que l'Ukraine va se retrouver amputée territorialement, probablement, et va avoir un effondrement économique, pour ne pas dire un effondrement démographique, qui est déjà en cours. Actuellement, on dit que la population sous contrôle effectif du gouvernement de Kiev serait de 30 millions environ, un peu plus, un peu moins. C'est un effondrement, puisque on sait que lors de l'indépendance, il y a une trentaine d'années, on avait presque autant d'habitants en France qu'en Ukraine. On était à peu près à 50 millions. Donc, comment ça s'est passé? On sait que, il y a eu un accroissement naturel faible parce qu'il y avait peu de naissances, certes, mais il y a eu déjà des vagues d'émigration préalables qui existaient déjà avant 2014, qui se sont accentuées après 2014 et qui se sont encore accrues depuis 2022. Donc là, on a des millions d'Ukrainiens qui sont partis. Est-ce qu'ils reviendront? Difficile à dire. Et d'ailleurs, on oublie toujours de préciser qu'ils sont en majorité partis en Russie. Donc ça, on ne le dit jamais dans les médias. Il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils sont partis en Russie? Donc il y a ça, plus les territoires conquis par la Russie, ça fait plusieurs millions d'habitants qui vont probablement, pour la majorité d'entre eux, devenir russes. Donc voilà, on a une amputation économique, territoriale, démographique de l'Ukraine qui est catastrophique. Et effectivement, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy, avec qui je ne suis pas souvent d'accord d'ailleurs, mais il avait eu raison lorsqu'il avait dit la vocation de l'Ukraine, c'est finalement d'être un pays neutre et d'être un pont entre la Russie et l'Europe. Voilà, c'est son intérêt et c'est la voie qu'elle aurait dû suivre depuis toutes ces années.